Baruch Hashem, nous reprenons, nous commençons un nouveau livre, bien évidemment, ce Shabbat, puisque c'est le livre de Bamidbar, avec les difficultés. Je me permettrai de rappeler un enseignement que j'ai l'habitude de citer. Quand nous commençons le quatrième livre, n'est-ce pas, du Chumash, si, ce n'est pas un hasard si les livres sont disposés de la manière suivante. Pas le livre de Shemot, qui est appelé le Sefer Sheni, parce qu'il y a justement cette rencontre, c'est la suite de Bereshit d'une certaine manière, on avait l'occasion de l'évoquer, c'est-à-dire la naissance réelle du peuple juif, et nous passons à Vaïkra, qui est donc le troisième livre. Le Sefer Sheni, c'est dans le Midrash, il est stipulé aussi appelé comme ça, Sefer Sheni, le deuxième livre. Mais Sefer Vaïkra, il n'est pas stipulé comme étant le troisième livre. Cependant, je me permets d'attirer votre attention sur justement le livre de Vaïkra qui porte en l'essence d'être la volonté d'union, n'est-ce pas, avec le Créateur. C'est pour ça que c'est rattaché justement à cette dimension ternaire. J'ai l'habitude de rappeler ce que dit le Maharal, à savoir que quand vous avez quelqu'un qui pense quelque chose, l'autre pense l'inverse et le troisième vient trancher. Donc il y a un rapport vraiment très justement unificateur entre le Créateur et la créature les deux Vaïkra. Mais quand nous commençons les deux Bamidbar, ce n'est pas un hasard, en français ça s'appelle les nombres, c'est en référence au Midrash, n'est-ce pas, Chumash Pekudim, c'est-à-dire parce qu'on compte beaucoup dans le livre de Bamidbar. Mais pourquoi comptons-nous? Parce qu'il y a, ou parce qu'il y a la guerre, on va partir en guerre, donc il faut compter les unités militaires, ou parce qu'il y a des difficultés, il y a des gens qui tombent, on va dire, sur le chemin. Donc tout ça fait que, bien évidemment, on est obligé de compter et de recompter. Mais le fait est, c'est que quand on dit justement dans l'exégèse traditionnelle, eh bien, ce rapport au chiffre 4, le chiffre 4 appelle à la division, rappelle la dimension de division, de scission, de dualisme. Donc, ce n'est pas un hasard si justement il est en quatrième place avant le cinquième livre, qui est l'expression, n'est-ce pas, de l'unité de rentrer en Eretz Israël. Le livre de Bamidbar s'inscrit dans cette difficulté-là. Et de prime abord, il importe que chaque camp, que chaque tribu soit à sa place. Chacun avec son drapeau, avec, bien évidemment, le Mishkan au milieu. Je vous ai rapporté, eh bien, ce premier verset que vous avez devant les yeux, Makor numéro 1, justement sur la tribu de Yehuda, on va le voir tout de suite. Petite parenthèse, mais ça va aller de pair avec le cours que nous allons faire juste après, Bezrat Hashem à l'approche de Shavuot. C'est pas innocent, c'est même émouvant quelque part de Minashamem de tomber là-dessus en parlant de la tribu de Yehuda, quand nous allons parler en deuxième partie, Bezrat Hashem, de la qualité de David Amelech. Retenez-le pour le moment, on verra pourquoi c'est lié à Shavuot, mais mettons de côté. Ish al-Diglo, chacun selon donc son drapeau, son étendard. Beotot les Beit Avotam, avec donc des signes distinctifs qui les rattachent à la maison de leur père. Yechanu ben Israël, ainsi les Bnei Israël vont s'installer, vont trouver leur place, n'est-ce pas, dans le camp. Keneged Saviv Leoel Moed, Yechanu, avec la tente d'assignation au milieu, le Mishkan au milieu, l'arche d'alliance au milieu, et toutes les tribus qui sont donc autour, séparées, chacune, je vous le rappelle, en quatre parties, mais en système ternaire, je ne sais pas comment dire cela, mais c'est-à-dire que vous avez 3 tribus d'un côté, 3 tribus de l'autre côté, 3 tribus du côté, 3 tribus de l'autre côté. Et 3 à chaque fois, sur le multiple de 3. Et en l'occurrence, on a Yehuda, Issachar et Zvouloun qui sont ensemble. Ve'achronim Kedma, Mizracha, Degel Machane Yehuda, Litzvotam ben Assie ben Yehuda, Nachshon ben Aminada. Premier point. Donc, ceux qui vont être à l'est, Kedma, Mizracha, eh bien, dans le camp, par rapport au Mishkan, avec évidemment à leur tête le drapeau de la tribu de Yehuda. Ce qui me permet, entre parenthèses, toute petite allusion très importante aussi, quand nous parlons des explorateurs, vous aurez remarqué, c'est un petit détail important et de taille, quand nous parlons des explorateurs, certains s'entêtent à dire que c'était les chefs de tribu. Vous avez ici notamment la preuve que ce n'est pas vrai. D'accord? Ce ne sont pas les chefs de tribu. Ah, est-ce que tu as vu l'instant?
le chef de la tribu de Yehuda, c'est Nachshon ben Aminadav. Parmi les 12 explorateurs, celui qui est parti au nom de la tribu de Yehuda, c'est Caleb ben Yefouné, c'est pas Nachshon ben Aminadav. D'accord? Donc, ça, à ce titre-là, chacun, encore une fois, en tête des armées. Donc, encore une fois, l'objectif, bien évidemment, Parashat Shlach, c'est dans quelques semaines, avec l'info des explorateurs, mais l'objectif de prime abord dans cette répartition des tribus d'Israël, c'est pour avancer en direction de la terre d'Israël. Seulement, il y a plusieurs questions qui nous interrogent sur la primauté de la tribu de Yehuda. Le premier drapeau qui est mis en évidence, c'est le drapeau de Yehuda. Ce n'est pas le drapeau de Réhouven, ce n'est pas le drapeau de Ménaché ou de Ephraïm, c'est le drapeau de Yehuda. Ni Shimon, ni Lévi, drapeau de Yehuda. Et pourquoi est-il nécessaire, pour commencer notre interrogation, de mettre dans ce verset 4, verset Dalet, que nous venons de lire au nom de la tribu de Yehuda, de mettre en valeur un vav qui a introduit le verset. C'est-à-dire, et sont garés la tribu de Yehuda, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire et sont garés? A priori, si on dit et, c'est qu'on veut rattacher ce verset au verset qui a précédé. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais ramener. Voyons que pour commencer, Makor numéro 2, le Or HaChaim HaKadosh. Amad et Ve'achonim, Betospot Vav. On voit l'ajout ici de ce Vav. Letzad, Shekadam Mitzvat Chanaya, Saviv la Mishkan, Osif, les Atnot Sidran. Pourquoi est-ce que le verset a été introduit par un Vav pour mettre en valeur, le rapport entre Yehuda et la résidence d'Akadosh Baruch Hu qui précède et qui est évoqué dans le verset précédent. Je vais le traduire encore plus clair. Est-ce que nous sommes pour un gouvernement d'union nationale? On est pour. On veut, par définition. Seulement, une union nationale qui n'est pas rattachée au Kodesh, ça ne tient pas. Ça ne marche pas. J'ai eu l'habitude, j'ai rappelé récemment que à la guerre des 6 jours, après 20 ans, après 19 ans, c'est la première fois qu'il y a un gouvernement d'union nationale pour mener la guerre de front. Ce qui a été évidemment, Baruch Hashem, quelque chose de bienveillant et de tant mieux. Sauf que malheureusement, comme vous le savez pertinemment, cette union nationale n'a pas été enracinée, c'est pas poursuivie dans le Kodesh, dans le rapport, encore une fois, au Mishkan, dans le rapport à la parole de la Torah. D'accord? Donc, en fin de compte, malheureusement, elle ne peut devenir que caduque. Mais il était important, selon les propos du Or HaChaim HaKadosh, de bien mettre en valeur que cette notion de royauté, d'entité politique évoquée par la tribu de Yehuda s'enracine dans la Torah. Je vous mets en garde tout de suite, mais on se connaît déjà, donc vous avez l'habitude. Quand on dit s'enraciner dans la Torah, j'espère que personne n'a entendu dans mes propos, elle doit s'enraciner dans la religion, parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, ou qu'il faut que les religieux soient au pouvoir. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord? Mettons l'autre côté pour le mot, mais on est en tête cette idée-là. On veut justement clamer haut et fort que notre présence ici, elle est rattachée, encore une fois, à la présence d'Akadosh Baruch Hu. Elle est rattachée au Kodesh. Le drapeau de Yehuda, nous dit le Chizkuni. C'est pour ça que j'ai évoqué directement la notion d'entité politique, mais que vous savez certainement, Makor numéro 3, les fiches chez Gadol Kevodo chez le Melech. Pourquoi justement il est invoqué en premier? Parce que ce qui nous importe d'abord, c'est de donner sens, de donner valeur à l'entité politique. Sheye Choné Lifnei Shara Melech. Vechen Matzinu B'Moshe u'Aaron Lipi Shayu Gedolim Lifnei Ohel Moed Moshe ve'Aaron u'Banav. On met en évidence, quand on a parlé de la tente d'assignation, Moshe, Aaron et leurs enfants, parce qu'encore une fois, on veut mettre en valeur la tribu, bien évidemment, des Lévim, de qui va sortir le Kodesh. Pareil pour la tribu de Yehuda, de qui va sortir l'entité politique. Il y a une valeur, encore une fois, fondamentale, essentielle,
justement, cette tribu de Yehuda. Mais alors, effectivement, en parlant de Yehuda, nous avons adjoint, n'est-ce pas, à Yehuda, deux tribus, la tribu de Issachar et de Zvouloun. Pour avoir la référence, mais que vous pouvez retrouver aisément, je l'ai dû envoyer ou je le renverrai de toute façon, le mois de Nissan, vous savez que chaque mois est rattaché à une tribu d'Israël, le mois de Nissan est rattaché à la tribu de Yehuda, le mois de Yar et le mois de Sivan sont tous deux rattachés à la tribu de Issachar et de Zvouloun. Non, Issachar avant Zvouloun. Issachar en Yar, Zvouloun en Sivan. Ce qui n'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que Issachar, c'est la Torah. Et Zvouloun, c'est le commerce maritime. Donc on aurait pu s'attendre à ce que la tribu de Zvouloun soit en Yar, qui est la dimension politique, Pessar Sheni, puis entre Nissan et Sivan, et que Sivan soit rattaché à Issachar, qui est lui l'évocation de la Torah. Il y a l'accord, vous savez, entre Issachar et Zvouloun, il va travailler, la Torah, c'est un accord privé. En aucune manière, il pourrait y avoir un État qui est géré de cette manière. Mais un accord privé tout à fait louable. Ceux qui ont compris ce que je dis maintenant, très bien. Ceux qui n'ont pas compris, voilà. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, donc on aurait dû s'attendre à ce que, Issachar soit en Sivan. Mais non, c'est Zvouloun. D'accord? Ça, c'est le cours que j'ai fait il y a quelques années. Vous vous rappelez certainement sur Rosh Chodesh Sivan. Je sais que vous vous rappelez, mais voilà, il faut aller revoir sur les YouTube. Je commence à parler comme des rabbinim, des grands rabbinim qui vont voir mon cours sur YouTube. Ah, mal, en tous les cas, le Kliakar, justement, cours numéro 4. Yehuda et Issachar, Zvouloun, Rishona, Isou. Et même Tetset Torah. C'est de eux que va sortir la Torah. Il n'a pas dit Mimenu, il a dit Mihem. Issachar et Zvouloun. Yehuda, Issachar et Zvouloun. Qui même Tetset Torah. Alken, Nemar Kefel Kadma Mizracha l'euro. Qui même Tetset Ora Torah. C'est de eux. A priori, c'est étrange de dire Kedma Mizracha. Pourquoi? Parce que Kedma, c'est l'Est. Mizrach, c'est l'Est. Les deux veulent dire l'Est. Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. C'est pour ça qu'il se couche. On a compris que se couche, bien évidemment. Non, parce que c'est intéressant par rapport à la syntaxe hébraïque, à la sémantique hébraïque. Mizrach, comme vous savez, ça vient de l'Izroach. Le soleil se lève. Mizrach. En arabe, c'est pas Maghreb. C'est toujours une petite notion intéressante culturellement parlant. Quand on appelle les juifs séfarades en Israël, on les appelle Edot HaMizrach. Vous savez que c'est une absurdité. Parce que Maghreb, j'ai voulu dire Mizrach. Maghreb, c'est Maharav. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous comprenez, c'est dans la langue hébraïque qui est absolument extraordinaire par rapport à cela. Mizrach, c'est donc l'Est, le soleil se lève à l'Est. Maharav, ça vient de Irbouvia, c'est le mélange, c'est le coucher, Arvit. Le soleil se couche à l'ouest. Et dans les coutumes qui sont les nôtres, nous n'avons rien à voir avec les juifs irakiens et les juifs turcs et les juifs égyptiens, est-ce que vous voulez? On appelle Edot HaMizrach. Nous sommes Edot HaMaharav. Comme j'ai dit, Maghreb. Mais ça, c'est Rav Kohen Skali, tous les rabbinim d'Afrique du Nord, c'est des rabbinim, justement, d'Afrique du Nord, avec une culture qui est donc d'ouest et pas d'est. D'est et ouest par rapport à où? Par rapport à Eretz Israël. Qui a un rapport totalement différent. Je vais faire la parenthèse. Et donc, c'est par eux, bien évidemment, que, sort et naît la Torah. D'où l'importance de l'appeler différemment cet est, mais, bien évidemment, en rappelant, comme ce qui est en gras, Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi binyan raglav. La royauté, au moment de la bénédiction, énoncée par Yaakov, elle va revenir à la tribu de Yehuda. Vous vous rappelez que quand il y a eu la rixe absolument terrible entre Yosef et ses frères, celui qui avait, le plus de responsabilité par rapport à cela, c'est Yehuda. Alors on te dit, mais c'est terrible. C'est une série de cours aussi sur Yosef et ses frères qui est très longue et je n'ai pas résumé maintenant en 2 secondes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la tribu de Yehuda va développer ce rôle de responsable à l'échelle de toute la famille, à l'échelle du collectif. N'est-ce pas? C'est ça, Yehuda. Donc c'est annoncé chez lui
qu'il aura cette responsabilité de la royauté. Et pourtant, vous pourriez m'objecter en me disant, mais le premier roi, il n'est pas de la tribu de Yehuda, il est de la tribu de Binyamin, pas Shaoul, et la tribu de Binyamin, quand on arrive en Eretz Israël. Bon, mais ça, il y a une volonté à la base de vouloir essayer justement de montrer que nous avons réinséré la tribu de Binyamin, n'est-ce pas, dans le peuple. Je vous renvoie, pareil, je suis désolé de citer d'autres cours que j'ai déjà fait, mais au cours sur la femme violentée. À la fin du Sefer Shoftim, vous avez une série de cours avec un épisode très douloureux, une femme qui a été violentée dans le territoire de Binyamin et qui a fait que la femme, elle était saucissonnée en plusieurs morceaux, mais que la tribu de Binyamin, après cela, a été exclue pendant un certain temps du peuple juif. Et Shaoul était adolescent à l'époque. Donc, quand on récupère la royauté, c'est la tribu de Binyamin qui va, comme ça, insuffler. Et le fils de Yosef Hatzadik, le fils de Rachel. Ça c'est rattaché à ça. Maintenant, ça, c'est clair, peut-être que je fais des résumés, mais... Non, Reuven, c'est le fils aîné. Non, mais c'est Reuven qui voulait sauvé. Il voulait, mais n'a pas réussi. C'est Reuven qui voulait qu'on le tue et c'est Binyamin qui l'a vendu. Yehuda qui l'a vendu. Reuven ne voulait pas qu'on le tue. Non, qu'il le préserve. Reuven, il voulait. Reuven, il a sauvé Yosef. Reuven, il a sauvé Yosef. Reuven, il a sauvé Yosef, puis il avait prévu à la base de dire, viens, on le met dans le trou, et le soir, il va venir le chercher, etc. Et puis, quand il est revenu le soir, il n'était plus là. Yehuda, justement, était celui qui voulait qu'on le tue. Et Yehuda avait raison. D'accord? On disait Shimon et Lévi. Yehuda avait raison. Non, Shimon et Lévi, c'est encore autre chose. Shimon et Lévi étaient aussi motivés pour ça. Mais Yehuda avait raison, et Yosef avait raison. C'est tout un sujet que j'ai l'habitude de traiter, qui est bien connu. Mais Yehuda, sa conception première, c'est de penser à la famille hébraïque installée en Eretz Israël. La conception, j'ai envie de dire, universelle de Yosef peut s'avérer très dangereuse selon le prisme de Yehuda. Et à l'inverse, la conception de Yehuda sans Yosef est aussi très problématique. D'accord? Je vous dis, c'est la complexité. Quand on parle de ça aujourd'hui au niveau de l'étude, alors ça nous paraît limpide, où on dit on va faire des résumés. Non, c'est pour ça que je suis navré que ces cours-là, j'ai réservé facile, je crois, entre 6 et 10 cours pour expliquer cet épisode, parce que, encore une fois, ce sont des épisodes qui sont d'une précision hors pair. Et au début de la famille, justement, pour arriver à la conclusion que la royauté va passer par Yehuda, eh bien, il faut une maturité qui va se développer dès les premiers épisodes des enfants d'Yaakov. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, je sais que ce n'est pas votre cas, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des résumés. C'est-à-dire que même au niveau de l'histoire, allez, on est revenu en Israël, tac, on a construit le Beth Amikdash, tac, on a fini, tout est fini. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est tout un processus lent, parfois douloureux, mais qui se met en place. D'accord? Dans tous les cas, le fait est, c'est qu'effectivement, donc Yehuda est censé assurer cette royauté. Et nous, Reché Galouyot, c'est eux, et à juste titre, le Kliakar va nous ramener quelques illustrations sur ce propos, c'est ceux qui vont être à la tête donc des Israël, ceux qui vont être à la tête du Sanhédrin, qui vont nommer, qui vont faire les lois, les En Mechokek et la Torah, Shenema Be Moshe, qui Sham Chelkat Mechokek Safoun, alors que c'est Moshe qui donne la Torah. Moshe est la tribu des Lévites, et ceux qui vont la mettre en place au niveau de la nation, c'est donc la tribu de Yehuda. Achronim Alav, Matei Issachar, Shenemar Bo, ou Mebnei Issachar, Yodé Bina Laetim. Issachar, comme il a une précision de connaître la valeur du temps, c'est pour ça que dans la Megillat Esther, on se rappelle que les premiers conseillers que va voir Achashverosh, c'est justement Yodé Etim, et de cela, on déduit du Midrash qu'il s'agit de la tribu de Issachar. Parce que, est-ce que c'est selon les convenances? Qu'est-ce que je dois faire au vu de ce qu'a fait cette peau de vache de Vashti, en fonction du temps, en fonction des convenances? Le premier, celui qui est habilité, qui connaît les lois, qui connaît les convenances, qui connaît le sens du temps, c'est la tribu de Issachar. D'accord? Et Maté Zvouloun, la tribu de Zvouloun, qui elle aussi, donc, bien évidemment, est présente, ou Mizvouloun, Moshrim, Beshevet, Souba. Puisque Zvouloun, il a, comme vous le savez, la responsabilité de travailler pour permettre à Issachar de se consacrer à l'étude de la Torah. Mais comme j'ai mal rappelé, le mérite n'est pas sur la tribu de Issachar, mais sur la tribu de Zvouloun. Pas?
Ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Quand je parle du fait que chaque juif a l'obligation d'étudier la Torah. Chaque juif. Intelligent, pas intelligent, beau, moche, ashkénaze, séfarade, tous, on doit étudier la Torah. Le fait est, c'est que le mérite de Zvouloun, c'est grâce à Issachar. Quand il est en train de faire le commerce maritime, Issachar étudie la Torah. Mais qu'en est-il du mérite de Issachar? Puisque tout ce qu'il a étudié, c'est pas pour lui, c'est pour Zvouloun. Donc, le mérite de Issachar, c'est quand Zvouloun revient et que Issachar lui enseigne. À ce moment-là, il s'acquitte. D'accord? Veochi et Marzik et de Issachar, qui tient justement, il permet à Issachar de pouvoir assumer son rôle. Justement, on ne veut absolument pas, en parlant de Zvouloun, eh bien, on ne veut pas transformer la tribu de Zvouloun sous prétexte qu'elle est dans le commerce, qu'elle est chose matérielle. On ne veut absolument pas la négliger et la dénigrer sous prétexte de la tribu de Issachar qui, elle, va étudier la Torah. Ça ne viendrait absolument à personne de penser une seule seconde de, je ne sais pas, par exemple, de voir des soldats et d'être méprisant à leur égard sous prétexte qu'on étudie la Torah. Donc, ça n'existe pas. Mais disons théoriquement, s'il y avait des gens qui pensaient comme ça serait totalement abject, selon le Kliaka. C'est clair ce que je dis? Je ne peux pas m'empêcher de faire quelques petits pics de temps en temps. Mais c'est terrible. Donc, les Matei Sachar, les Orot, Shalomda, Vamarzik, Belomdea, Shkulim, Emma, de bien faire entendre que ceux qui étudient la Torah et ceux qui leur permettent d'étudier la Torah, eh bien, ont une valeur similaire. Pourquoi ont-ils une valeur similaire? Une valeur équitable, une valeur équilibrée, parce que tous deux, dans leur accord privé, n'ont qu'un seul but, la nation. L'un du point de vue de la Torah, l'autre du point de vue, encore une fois, du commerce, du rapport à la matière, mais tous deux voyagent, tous deux entament le périple aux côtés de Yehuda, qui est l'entité politique. C'est comme si on faisait une bénédiction, par exemple, éventuellement sur les soldats, mais pas sur l'État. Ça n'existe pas, au Khréché. Ça n'existe pas. Dans une synagogue, grâce à Dieu, dans toutes les synagogues en Israël notamment, évidemment, on fait la bénédiction à la fois sur les soldats, à la fois sur l'État. C'est bon? Je vous encourage à les vérifier. Non, c'est très rare, Médinat Israël. Dans les synagogues, il y a toujours, presque toujours pour les Khayamim. On n'a pas le choix parce que quand même, c'est quand même. Il y a le Ka'al. Il n'y a pas tellement Médinat. Il y a le Ka'al. Avinu Sheba Shamayim. Il y a une bénédiction sur l'État. Il y a une bénédiction sur l'État. En France, l'État public français. Mais sinon, dans les... On parle de l'État. Il y a une valeur à l'État en tant que tel. Non, c'est pas Médinat Israël. Il y a une bénédiction stipulée. Il y a une bénédiction qui est ajoutée dans les Sidourim modernes, Avinu Sheba Shamayim, une bénédiction qui a été très bien écrite et qui met en valeur l'attente du Mashiach. Mais ici, n'oubliez pas que la bénédiction pratiquée à l'égard de la République française ou de la reine d'Angleterre ou qui vous voulez, elle a d'abord et avant tout été faite pour qu'ils nous foutent la paix. D'accord? Pas du tout en mode qu'on aime Macron ou qu'on aime je ne sais pas qui. Non. Voilà. J'ai coutume de rappeler, ceux qui n'ont pas en tête, j'ai coutume de rappeler le violon sur le toit. Ce que j'adore à chaque fois quand il y a le Rav dans le shtetl qui fait la bénédiction et qui dit que Dieu bénisse le tsar qui reste loin de nous. Mais c'est ça la valeur de la bénédiction. C'est pas genre en mode on est ah là là, on aime le roi et on aime le prince et on aime Hussein, on aime je sais pas qui. Mais en ce qui nous concerne ici, vous voyez pourquoi les deux sont tous deux aux côtés de Yehuda. L'un, du point de vue pour mettre en évidence la valeur de la Torah, l'autre pour mettre en évidence la valeur de l'économie, mais cela n'a qu'un seul but, pour l'État. Qui est mishpat arashit be milchama mi milchamtan shel Israël. Et les deux, bien évidemment, vont mener la guerre essentielle pour Israël,
pas, qui est bien évidemment à la fois une guerre au nom de la Torah et à la fois une guerre au nom de l'État, qui, encore une fois, je répète, sont indissociables l'une de l'autre. Chez Milchamtan של ישראל, אינן בחרב וחנית, כי הם צריכים להיות חמושים ומזוינים בחמישה חומשי תורה. Encore une fois, on doit montrer la valeur que nous portons, nous apprenons de Shavuot, c'est l'occasion de le rappeler, la valeur que nous portons à l'égard de la Torah. Cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Chez Nirchleku les Shiva Sfarim, puisqu'ils ont été aussi séparés même en 7 livres, peu importe, en tout cas, armés de Torah. Vehi Kloula de Mispar Kav Zayin. C'est pas un hasard, c'est justement, eh bien, 5 ou 7 livres, parce que la parole de Béalaotecha aurait semble-t-il dû être séparée en 2 livres, et ce qui donne effectivement, eh bien, le chiffre 27, qui sont les Reshetevot de Yehuda, Issachar et Zvulun. Yud, Yud, Zayin. Yud et Yud, ça fait 4, et Zayin, c'est 7. Donc 27. Lomar lecha, shezchut haTorah, mesayatan b'milchama, v'hem rosh degel amoreh al nitzachon. Le mérite, la valeur de la Torah, encore une fois, est pour mener la guerre. Et là, évidemment, quand on lit ça, et vu la conjoncture, on peut vite tomber dans un écueil flagrant, à savoir, pour quelle raison j'étudie la Torah? Pour moi ou pour le peuple? C'est ça la problématique. Pour nous deux, non? En réalité, tu as raison. Mais si effectivement, pendant une seule seconde, mon rapport à la Torah est un rapport individuel, alors malheureusement, je suis passé à côté de l'essentiel. D'accord? Je suis heureux. Voilà. Comme m'a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps, on parlait de ça dans la voiture tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui écoute mes cours sur YouTube et qui m'a dit les cours, ils sont très denses, machin et tout. Et je fais oui, je sais, mais il y a des gens qui étudient avec moi depuis quelques années, donc ils ont l'habitude. Oui, j'ai vu des questions qu'ils posent. Donc maintenant, je commence à me rendre compte avec les années que vous êtes tellement habitués que maintenant, ça y est, c'est logique. C'est limpide. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une difficulté maintenant à entendre cette problématique-là. C'est évident, c'est ce qui est tout à fait à l'honneur de Guy de ce qu'il vient de dire. On étudie la Torah pour le monde d'Hachem, pour le peuple, pour la nation. Ça devrait être limpide. Quand ils font voter une loi, il y a quelques années, ils ont voulu faire voter une loi sur la valeur essentielle de ceux qui étudient la Torah. En tant que tel, c'est une bonne chose. Non, c'était pour ne pas aller à l'armée. Exactement. Sauf que malheureusement, tu découvres qu'en réalité, ce n'est pas dans une modulation où on parle de la valeur du peuple, de la valeur intrinsèque qui relie le peuple à la Torah, mais en gros, de me foutre la paix. Dispenser, que ce soit considéré équivalent. C'est pour ça que j'insiste. Ne comprenons pas de travers ce que dit ici le Kliakar. Parce que toute la valeur, justement, de cette étude de la Torah, qui va de pair avec la dimension économique, n'a qu'un seul but, c'est le monde d'Hachem, ou si je traduis ça de manière plus simple, j'ai envie de dire, eh bien, la valeur de l'entité politique formulée, dirigée par Yehuda. Donc, Yehuda passe en premier, à cause de cette optique-là. Hein? Et, parce que tout à l'heure, Khalab a rappelé la tribu de Shimon et de Lévi, je me permets aussi de rappeler, on avait déjà eu l'occasion de le traiter, sur le fait que la tribu de Shimon, n'oubliez pas, elle est inscrite, elle a son territoire au sein de la tribu de Yehuda. Pas? Comme j'ai coutume de l'expliquer, parce que, eh bien, on a besoin de Marocains, mais l'État ne peut pas être dirigé par des Marocains. C'est une image que je vais dire maintenant, c'est pas vrai que ce soit Marocain. Ce que je veux dire par là, c'est que, grâce à Dieu, la tribu de Shimon, elle a le sang chaud. Non? Donc c'est bien. On a besoin d'avoir des gens avec le sang chaud quand on part en guerre. Mais on ne peut pas mener un État avec des gens en guerre, avec des gens au sang chaud. Non? Comme j'ai dit, des petits jeunes qui montent sur le mont du Temple et qui sont bouillants et qui font. Franchement, moi, ça m'amuse, ça me fait rire, ça m'émeut de les voir. Ils sont beaux, ils sont avec des bonnes grosses perruques, des bonnes grosses sandales, des bonnes grosses trucs. Comme je ne savais pas où mon fils était, en quelle montée il était monté,
je voulais demander aux gens qui étaient montés, et j'étais de l'autre côté, vous n'avez pas vu un jeune blond, un petit garçon, un adolescent blond, avec des pelotes, une kippa et des sandales? Voilà. Sauf qu'ils sont tous comme ça. Mais, encore une fois, c'est compliqué de gérer un État avec des gens qui sont bouillants. Là, il faut doucement, doucement. Vous avez ici cette entité, encore une fois, qui était évoquée. Et c'est là où j'arrive, bon, Hachem, au Rav Tertel, Hachem est comme Damo, Semecha. Parce qu'on parle de l'entité de Yehuda, entité politique et ce qu'elle représente, eh bien, il y a une controverse supplémentaire intéressante, à savoir, puisque nous sommes dans le désert, en prévision de revenir en Eretz Israël, comprenez ça dans le contexte de la délivrance de la Géoula de Ham Israël, qui va revenir en premier? Est-ce que c'est Yehuda qui va revenir en premier? Ou ce sont les 10 tribus perdues qui vont revenir en premier? Les 10 tribus perdues, qui connaît? Et justement, nous dit, encore numéro 5, le Rav Tertel, Raïti Besefer Drishat Sion. Drishat Sion, c'est un ouvrage qui a été composé, qui a été écrit par le Rav Kalisher, par le Rav Zvi Yehuda Hirsch Kalisher. Pourquoi Yehuda? Rav Zvi Hirsch Kalisher. On connaît, il fait partie des gens qui ont, n'est-ce pas, qui ont, comment dire en français, les Mevasrei Sion, ceux qui vont annoncer, ceux qui sont très, les précurseurs. Précurseurs, quand même. Sheikha al-Divra Ramban, qui a posé la question concernant les enseignements du Ramban, quand il est inscrit dans les propos de Ishayahu, al-Divrei Ishayahu Hanavi, Neum Hashem Elohim, Mekabetz Nitre Israël, justement la parole d'Akadosh Baruch Hu qui, eh bien, ramène les Juifs en Israël, Odekabetz Alav le Nikbatsav. Et on voit que le verset est coupé en deux. Et d'un côté, le retour d'Israël sur sa terre, et il y a un autre retour, semble-t-il, Od et Kabetz, un autre retour qui s'annonce, semble-t-il, plus tard. Alors, nous dit, donc, le Chachamim, le Ramban en l'occurrence, chez Mitrila, Ikabetz, Rabim Minitrei Israël, Velo Kula. D'abord, il va y avoir beaucoup de gens qui vont revenir, et pas tous. Et après la guerre de Gog ou Magog, donc la guerre des 70 nations du monde entier contre nous, il va y avoir d'autres juifs, une fois, qui vont revenir. Quand je dis d'autres juifs, ne comprenez pas, en réalité, d'autres juifs, d'autres Bnei Israël, qui ne sont pas de la tribu de Yehuda. Qui vont eux aussi revenir en Israël, sur ceux qui sont déjà revenus. C'était ceux qui étaient, semble-t-il, totalement perdus en terre d'Assyrie, chez M, Aseret Ashvatim, donc les 10 tribus, chez M et Kapsu Shenit. Au début, n'importe qui va revenir, puis après, en deuxième partie, vont revenir, donc, eh bien, ces 10 tribus. Et Ikshaalze, et Mashekatav Aramban Beatzmo, chez Aseret Ashvatim, Ikubzu Trila. Quelle est la question qui est posée? Selon les enseignements du Ramban, eh bien, cela laisserait entendre que d'abord, les 10 tribus vont revenir, alors qu'il va revenir en premier. On pourrait tout à fait accepter l'idée que ça soit n'importe quel juif qui revient au début, puis les 10 tribus après, ou alors les 10 tribus d'abord, puis d'autres juifs, ou les tribus de Yehuda après, on pourrait accepter l'idée que, à la rigueur, on s'en fout. Les deux, ils ont raison, et puis voilà. Et Katar de Shnem Emet. Que les deux seraient peut-être vrais. Si effectivement, on ramène beaucoup de gens qui étaient totalement perdus, en perte d'identité totale, qui serait l'expression de ces 10 tribus perdues. Aïm, Ato, Yavo, Laaretz, Shamema, Becharava, est-ce que, en réalité, il veut revenir sur une terre en désolation, totalement dénuée de tout? Sans aucun doute, ils vont revenir et d'abord ils vont se préoccuper de faire ressortir du pain sur la terre. Et après, bien évidemment, d'autres vont revenir voir cette terre qui refleurit, Baruch Hashem, qui est remplie de l'abondance, de la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu.
ou Mimidbar et à Carmel, ce qui était désertique, va devenir justement eh bien, des champs de blé, saillants, friands, Malé Sadok, des Kramim, des vignes, Béyad d'Israël, tout cela aux mains d'Israël. C'est ça qu'on peut comprendre dans les enseignements du prophète Oshéa. Gam Yehuda, Shat Katsir Lach Beshuvi Jvutami. Semble-t-il que Yehuda va se préoccuper d'abord eh bien, de retrouver une certaine stabilité économique en Eretz Israël. Venitreku Meod Be'avanato, et cela, semble-t-il, eh bien, a été repoussé dans sa compréhension en disant que justement, Beterem Yavokal Gadol, Yase Yehuda Katsir Lach. Avant que la majorité du Ham Israël revienne en Eretz Israël, d'abord Yehuda va se préoccuper de commencer à planter des champs, à planter des choux, j'ai envie de dire, à planter du blé. Vous comprenez à quel point c'est toujours très émouvant et très troublant de lire ce genre de commentaires quand on est bien avant ce qui va se passer dans les faits. Et si je devais l'expliquer, si je devais le démontrer, qu'est-ce qui va se passer dans les faits? Exactement ça. On était hier, justement, avec la marche et tout, avec mon épouse et ma fille, on est passé par Yamin Moshe, le moulin. Vous savez pertinemment l'histoire de Reb Moshe Montefiore, toute l'histoire du moulin, ça a été justement de donner quelque chose de subsistance en faisant du blé à ces pionniers qui revenaient en Eretz Israël. Je n'avais pas prévu de vous citer ça, mais ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on est en train de voir maintenant. ויכוון לפניך ארץ לשבת, ויכון לפניך ארץ לשבת. La terre commence à, encore une fois, à refleurir, à retrouver sa source, à retrouver son essor économique. Et après vont revenir beaucoup de gens. Et après cela, semble-t-il, va venir le Mashiach ben Yosef et régnera, dirigera à Yerushalayim. Et après cela, va venir la guerre de Gog ou Magog, Asher Boïd Kadesh Shemo, où son nom va être sanctifié, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Vaï Hashem Echad, Ushmo Echad. Vous voyez, vous avez l'ordre ici. Le sens de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on parle de Yosef qui va retrouver son règne à Yerushalayim? Parce que justement, l'entité sioniste, telle qu'il est usuel de la nommer, qui revient en Eretz Israël, c'est la valeur de Mashiach ben Yosef. Yosef Gematria, comme rappelle le Gaon de Vilna, Yosef Gematria, Sion. D'accord? Donc, pour ce retour-là. Et évidemment, la guerre de Gog ou Magog, quelles qu'en soient les modalités, eh bien, elle ne peut pas avoir lieu quand le Ham Israël n'est pas encore revenu chez lui. Maintenant que l'État d'Israël est évidemment là, à ce moment-là, les nations veulent attaquer la nation hébraïque, avec en son cœur Jérusalem. Voilà. Vous avez cité ce que m'avait dit un élève, n'est-ce pas? Il m'avait demandé si c'était la guerre de Gog ou Magog après Simchat Torah. D'abord, ça fait 77 ans que la guerre de Gog ou Magog allait mener. D'accord? Mais l'élève en question m'avait dit, je voulais le raconter, il m'avait dit que c'est la guerre de Gog ou Magog. Je dis, oh, mon cours sur Gog ou Magog, après tu m'appelles si tu as des questions. Il a vu, et après il me dit, j'ai vu, mais en fait, par ça, on était juste après Simchat Torah. Et il me dit, en fait, ça semble que ce ne soit pas forcément la guerre de Gog ou Magog, parce qu'on voit que le monde, là, il nous soutient. Donc, ce n'est pas la guerre de Magog. Je fais, il faut un plaisir. Attends 2 jours et on va voir. Voilà, il m'a dit, effectivement, j'avais raison. Parce que dans la guerre de Magog, je dis que bien le monde entier, évidemment, voilà, ce qu'on voit. Mais il y a beaucoup de questions sur Gog Magog, parce qu'on dit qu'il y avait déjà Gog Magog, et il y a des gens qui disent qu'il n'est pas encore venu. Je t'encourage, je vais faire encore un peu de pub, je vous encourage à taper sur mon site Gog ou Magog et de voir la vidéo Sha'ana Rabbah que j'avais fait sur un cours là-dessus. Et je montre que ce n'est pas une guerre militaire, et je montre qu'avant tout, c'est d'avoir une guerre médiatique. J'ai fait ça il y a quelques années. Et je montre que ceux qui avaient effectivement promis l'éventualité que la guerre de Gog ou Magog aurait déjà eu lieu, elle ne pouvait pas avoir lieu d'être tant qu'on était en exil. Et le Gaon de Vilna montre que, vu la souffrance dont le peuple juif malheureusement a traversé, donc la guerre de Magog n'est pas une nécessité. D'accord? J'ai développé tout ça là-bas.
Vekulam, Safa Achat, évidemment avec l'objectif que tout le monde reconnaisse bien son nom, tel que nous voyons dans le prophète Sphania, Leavdo, Shechem Echad, Amen. Alken, Devre Agaon, Rabbi Zvi Kalisher, Besifro. Donc, on voit encore une fois, tel que ce qui était rapporté ici, sont les propos du Rav Kalisher. Et le Rav Tertel va mettre donc en évidence comment le processus, et vous comprenez pourquoi c'est pas un hasard, si en vous remportant un propos sur la paracha de Bamidbar, eh bien, je l'intitule Yehuda Trila, pour montrer que justement Yehuda en premier, qui est l'annoncement, la préfiguration de ce qui va venir après, on laisse entendre après le Rav Kalisher, mais pour des raisons économiques, le Rav Tertel nous dit, Iné, Ma shechidesh hagaon zal midat atzmo, nous dit le Rav, c'est lui qui a énoncé cette formulation. Chez Yehuda, yetechila beviat laaretz, beviat laaretz, kedei lachin et haaretz lifnei ashvatim. Et je vous répète, grâce à Dieu, c'est ce qui se passe dans les faits. Ce qu'a dit à le Rav Kalisher, selon sa, selon sa conception, selon sa pensée, selon sa manière de voir les choses, il s'avère, le Rav Tertel, non seulement nous confirme les propos du Rav Kalisher, mais va nous rapporter des midrashim qui montrent à quel point le Rav Kalisher avait raison. Vekata, chez Rabbi Mitreku Bebiurakatu, avec les filles d'Arko ou Vanaïté. Beaucoup ont récusé cette idée, mais selon le sens obvi du verset dans Ishayahu que nous avons vu, qui met en évidence qu'il y a deux retours, il y a deux dimensions du retour. L'un des sens, c'est on ramène une partie du peuple juif érigée, dirigée par la tribu de Yehuda, par ceux qu'on va appeler Yehudim, justement, parce qu'on soit Ashkenaz ou Sepharad, on est appelé Yehudim, donc de la tribu de Yehuda, ou en tout cas de l'entité politique est rattachée à Yehuda. Je vous réfère à Mordechai, qui est de la tribu de Benyamin, et pourtant il est appelé Yehudi, en référence évidemment au dernier royaume en puissance en Eretz Israël. Ani Matzati, nous dit le Rav, Peferouche, Bemidrash Ke. J'ai trouvé dans le Midrash exactement cette idée-là, que Yehuda, y est Techila, la Chouv Laaret, le premier à venir en Eretz Israël. De Anavi, Nahum, le prophète Nahum, eh bien, nous dit, Iné, Al et Harim, Raglaim Mevaser, Mashmia Shalom, Chagi Yehuda, Chagecha. Chagé Yehuda, Chagecha. Les fêtes stipulées par Yehuda. Le retour en Eretz Israël. Je permettrai un anachronisme et une extrapolation. Les fêtes stipulées par Yehuda, on sait quelles sont-elles? C'est Yom Ha'atzmaut, c'est Yom Yerushalayim. On est en plein dedans. V'amru al ze be'yalkut, dans le Midrash, ou dans le Tanchuma, à la fois le Midrash Yalkut Shimoni et dans le Midrash Tanchuma, Ata motse, bechol makom. Et on voit bien, dans chaque endroit, tu vois que Yehuda apparaît justement en premier. Il est l'investigateur. C'est pas hasard si le chef de la tribu, c'est Narshon ben Aminadab, je vous rappelle. Il saute dans la mer, le peuple le suit. Lechania, Yehuda Techila, Ve'achronim Kedma Mizracha Degel Machane Yehuda, le verset que nous avons vu dans notre paracha. Les Nessia Yehuda Techila, quand il faut partir, le premier drapeau qui part, Venessa Degel Machane Yehuda, le drapeau de Yehuda. Les Korbanot Yehuda Techila, quand il va apporter les sacrifices, la première tribu qui apporte, Parajat Nasso, on verra dans quelques semaines, Vaï Amakriv Beyom Arishon, c'est Yehuda, les Maté Yehuda. Les Milchama, quand il faut partir à la guerre, la première tribu qui part, la tribu de Yehuda. Mi alelanu el Aknaani, qui va monter, n'est-ce pas, vers le Cananéen, Vayomer Hashem, Yehuda Yaale. N'oublions pas que le premier chauffet après la mort de Yoshua, n'est-ce pas, c'est Otniel ben Kenaz. De quelle tribu appartient Otniel ben Kenaz, bien évidemment? La tribu de Yehuda. Vekeshiavoa mevaser, et quand viendra le Mashiach, Yehuda, itbaser techila. Yehuda sera le premier à être conscient de cela, ainsi que nous avons vu dans le prophète, donc, Nahum, Chage Yehuda, Chagecha. Quand je vous dis
que Yom HaAtzmaut, c'est la fête de Yehuda, investi par Yehuda. Vous voyez ce que nous dit le Chachamim? Le retour à l'indépendance de notre pays sur sa terre. Et comme vous vous en rappelez certainement, le Rambam qui a bien montré qu'il n'y a aucune différence entre le monde-ci et le monde futur, si ce n'est d'être sous le joug des nations ou être une nation indépendante. Pas que ça. Et attention, avant que vous me critiquiez, avant que vous me contestiez, oui, il y a des pressions, mais oui, nous sommes une nation indépendante. D'accord? Qu'il y ait des pressions, ça s'appelle la politique. Je ne fais pas de politique. Je parle de ce que quand on regarde l'État d'Israël. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a personne qui vient et qui me menace si je ne vote pas tel ou tel parti aux élections. Il n'y a pas un président chez nous élu à vie, comme dans d'autres régions qui n'ont aucune légitimité. Pardon? C'est une dictature. Gaza n'est pas une démocratie? Non. Il est président élu à vie. Ahmed Mahmoud, il est élu à vie. Mahmoud Abbas, il est élu à vie. Ça fait rien. Ah, tu veux choquer? Moi, je suis choqué d'entendre des propos pareils. Alken Amidrash. Aïnou, Al Kochecha. Malgré toi, il est clair que chez où Yarzor Techila l'Aretz. D'abord, les Juifs ont se préoccupé donc de retrouver cette cohésion d'entité politique, donc évoquée par Yehuda, ici en Eretz Israël. C'est quoi la fête qu'ils vont fêter? C'est la fête de venir en Eretz Israël. Vous voyez que j'invente rien quand je vous dis en Matzmaout. Et donc va être énoncé dès le départ la Géoula en Israël par justement cette tribu de Yehuda. Donc, on est juif. Du coup, et fier de l'être. Adkan, c'est clair pour ce premier. Yofi. Donc,